Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. La première partie, c'était, vous vous souvenez, sur la présentation de la gamme Instant On et je vous ai parlé tout simplement de la borne Wi-Fi, la AP12. Alors la AP12 est une borne, on va dire, dédiée aux petites et moyennes entreprises. Alors chez Aruba, c'est entre 10 et 100, 150 salariés. Toujours est-il qu'elle est limitée à une centaine de clients connectés. Donc là, la gamme est vraiment parfaite, effectivement, pour une petite moyenne entreprise. C'est une borne Wi-Fi qui a vraiment beaucoup d'atouts. Le premier étant bien évidemment son prix. C'est une borne qui est très accessible par rapport à toutes les technos qu'elle va vous apporter en termes de Wi-Fi et aussi en termes d'administration. Ce point-là, on va le voir d'ici quelques minutes. Là, tout de suite, ce que vous allez voir, c'est tout simplement la présentation du switch Aruba 2530 en 24 ports gigabit. Vous l'avez sans doute remarqué, la première vidéo ainsi que cette deuxième vidéo que vous allez bientôt découvrir, ont été tournées dans notre ancien décor. Ces vidéos ont été tournées au mois de juin 2020, juste après le déconfinement. Et voilà, on n'avait pas eu le temps de vous montrer ces vidéos parce que le déconfinement a entraîné évidemment une surcharge de travail pour tout le monde. Mais on s'est dit que c'était quand même intéressant de vous les montrer. D'une part parce que le switch 24 ports, c'est quand même le switch que nous vendons le plus aujourd'hui chez nos clients. Et puis d'autre part, ça nous permettait de faire le lien avec la borne Wi-Fi qui s'alimente en PoE à l'aide de ce switch. Et puis bien évidemment de vous parler de l'apps qui nous permet d'administrer les bornes de la gamme Instant On. Alors on se retrouve d'ici quelques minutes. Une fois que la présentation du switch est faite, on va se retrouver pour la démonstration de l'apps. C'est parti, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vais le remettre rapidement parce que maintenant, nous allons passer au switch qui est la deuxième partie de cette vidéo. Allez, je vous pose ça ici et on passe à l'ouverture de ce carton. Comme je vous l'indiquais, le carton a déjà été ouvert. Néanmoins, on l'a refermé un petit peu avec du scotch. Hop. Et on l'ouvre ensemble. Alors, je vous ouvre le carton. Ce que l'on peut trouver déjà, c'est tout simplement l'ensemble qui va nous permettre de visser le switch, si j'arrive à enlever le scotch, voilà, qui va nous permettre de visser le switch à votre baie informatique, que ce soit d'ailleurs une baie informatique ou une baie serveur. On va pouvoir le fixer, mais vous avez également des petits pieds. Si, alors nous, c'est pas trop notre truc, mais si vous souhaitiez poser le switch sur un meuble, vous avez également des petits pieds en mousse qui viennent se coller derrière. Sinon, l'idéal étant quand même de le fixer dans une baie. Alors, une fois qu'il est fixé dans une baie, ce switch, nous, on va, comme je vous disais plus tôt, vous le protéger avec un onduleur qui assurera tout simplement la fonction de tout ce que vous pourriez avoir chez vous qui fonctionne en PoE. Donc, le point d'accès Wi-Fi que je vous ai montré, mais ça peut être également une caméra de surveillance qui, souvent aujourd'hui, est alimentée en PoE, donc alimentée à travers son câble réseau. Ça peut être des téléphones Wi-Fi. Des téléphones Wi-Fi, je vous dis une grosse bêtise. Ça peut être des téléphones en voie sur IP. Nous sommes tous ici en voie sur IP. Comme vous le savez, nous sommes opérateurs et donc nous installons assez fréquemment des systèmes de voie sur IP chez nos clients. Dans ce cas, les postes téléphoniques sont en PoE, donc alimentés par le câble réseau relié à ce fameux switch. Alors, ici, les petites notes avec lesquelles vous n'allez pas très loin. Très honnêtement, c'est plus une présentation très sommaire du switch avec de la documentation, par contre en CD. Alors, on trouve tout simplement son câble d'alimentation. Et puis, je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra à gauche, qui pourrait nous servir encore. Différentes petites notes qui indiquent sur les différentes tensions dans les pays. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très important. Je vous enlève, hop, sur le côté, bim, le carton par terre. Alors, le switch, le voilà, qui est bien protégé avec un système de mousse et de carton. Et on est parti pour la découverte du switch. Alors, le voilà un peu de loin,
mais je vais vous le montrer également sur le côté. Ici, vous avez tout simplement un port d'administration. Ce port d'administration nous sert à tout simplement administrer le switch quand on est en local. Après, ça va sans dire, on peut vous l'administrer à distance. Nous ne sommes pas toujours obligés de venir chez vous pour administrer votre switch. Et vous avez ici 24 ports. Alors, petite particularité de ce switch, il est donc 24 ports et il est en gigabits. C'est-à-dire que vous avez plusieurs versions du switch qui existent. Vous avez une version gigabit, vous avez une version qui n'est pas gigabit. Et vous avez aussi une version qui est PoE et une version qui n'est pas PoE. Et vous combinez l'ensemble, ça vous fait un certain nombre de produits. C'est-à-dire que vous avez la première gamme qui est donc non gigabit, non PoE, la deuxième gamme qui va monter un petit peu en charge où là, on a du gigabit. Et ensuite, vous avez du non gigabit qui est PoE et le top du top, c'est ces modèles-là, gigabit et PoE. Donc là, vous avez vraiment l'ensemble. Et après, vous avez des déclinaisons. Donc, vous avez des 8 ports, vous avez des 24 ports et vous avez des 48 ports. Les 24 ports, vous l'avez en tout cas, vous en avez un exemplaire sous les yeux. Ils ont effectivement 24 ports en gigabit, plus 4 ports qu'on va pouvoir équiper en module GBIC qui vont nous permettre, par exemple, d'y intégrer de la fibre optique. On pourrait arriver en fibre optique dessus et là avoir une grosse capacité de switching. Switching veut tout simplement dire on va dire de vitesse de commutation entre un port et un autre et entre un switch et un autre switch. Et dans ce cas, avoir un débit optimum à fournir à l'ensemble des clients ou serveurs connectés au niveau du switch. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que nous ne sommes pas hyper favorables à avoir des 48 ports ou alors en avoir deux, c'est-à-dire vous avez 2 fois 48 ports. Si vous avez besoin, admettons, d'une trentaine, une quarantaine de ports réseau, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de postes d'imprimantes et de serveurs pour avoir ce besoin-là, on vous conseillera toujours d'acheter 2 switches de 24 ports au lieu d'acheter un switch de 48 ports. Alors oui, à l'arrivée, c'est plus cher d'acheter 2 fois 24 qu'une fois 48, sauf que si un jour votre switch était en panne, et donc ça peut arriver même au meilleur, eh bien dans ce cas, vous aurez que la moitié de votre réseau qui sera pénalisé et vous aurez la possibilité de changer quelques machines et les mettre sur le switch qui est encore en vie. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et on en a une parfaite démonstration dans la gamme du 2530 Aruba. La gamme 2530, c'est bien simple, vous prenez du plus petit de la gamme, c'est-à-dire du 8 ports, jusqu'au 48 ports, c'est exactement le même processeur. Alors, je ne vais certainement pas là entamer un cours au niveau des switches, de la vitesse de commutation, du fond de panier, la vitesse des ports, le niveau de switch, si on est d'un niveau 2, d'un niveau 3. On ne va pas rentrer là-dedans parce que ça serait vraiment à chaque fois une vidéo qu'il nous faudrait. Mais en revanche, comme dans un ordinateur, eh bien, vous avez quelques éléments qui y ressemblent. C'est-à-dire, vous avez un processeur, vous avez de la mémoire et vous avez un système. Alors, le système est embarqué à l'intérieur, le processeur et la mémoire aussi. Figurez-vous que du modèle 8 ports au modèle 48 ports, c'est le même. C'est-à-dire que vous avez le même processeur pour travailler avec 8 ports que pour travailler avec 48 ports. La même quantité de mémoire, 128 en flash, je crois, 258 mégas en DRAM et le processeur est un 800 MHz du fabricant ARMS. C'est exactement les mêmes caractéristiques du 8 ports au 48 ports. Alors même si on n'est pas féru d'informatique, on a quand même vite fait de comprendre qu'un switch qui a le même équipement à l'intérieur pour faire travailler autant de ports qu'il en a pour faire travailler moins de ports, eh bien si on lui met plus de switch, ça va aller quand même plus vite au niveau du traitement de l'information. C'est certain qu'un 8 ports, il sera, on va dire, au mieux parce qu'il n'aura pas beaucoup de PC ou pas beaucoup de serveurs avec lesquels communiquer. Le 48 ports, à l'inverse, il aura beaucoup de monde avec le même processeur. Donc, pour cette seconde raison, je vous recommande aussi d'avoir 2 switches ou 3 ou 4, ça va dépendre du nombre tout simplement de matériel à connecter. Mais ensuite, il y a aussi des histoires de redondance au niveau du PoE. Là, ça ne concerne que quand on est dans du PoE. Quand on est dans du PoE, il faut savoir que vous avez ce qu'on appelle un budget
de puissance. Le budget de puissance, c'est la capacité qu'a le switch d'un point de vue global à vous fournir de l'énergie à travers ces ports Ethernet pour aller alimenter tout ce qui est en PoE. Eh bien, le budget, il y a un moment donné où si vous branchez tous les ports, il n'aura pas assez de puissance pour alimenter tout le matériel que vous allez mettre dessus. C'est encore une autre raison qui va faire qu'on va vous proposer d'acheter plusieurs switches tout simplement pour être, on va dire, certain de pouvoir suivre l'augmentation de votre besoin. Si demain vous avez besoin de 2 points d'accès, 10 téléphones, de la visioconférence en plus, si on tire tout sur le même switch, il n'y arrivera pas. Donc, on va empiler les switches et répartir la charge. Voilà, donc ça nous fait un ensemble de raisons. Au passage, je vous ai détaillé un petit peu finalement ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, concernant la performance des switches, et je vous parle bien de performance et je ne vous parle pas de vitesse. La vitesse, c'est selon le modèle de switch que vous achetez. Soit vous achetez des switches non gigabits, dans ce cas, la vitesse c'est 100 mégabits seconde, et vous pouvez avoir des switches gigabits, donc la vitesse des ports c'est 1 gigabit par seconde. Non, moi je vous parle de sa capacité à switcher, la capacité à commuter des informations d'un port à un autre ou d'un ensemble de ports vers un autre. Il a une limite. C'est ce qu'on appelle la capacité de switching. Eh bien, la limite va être liée au nombre de ports. Le fabricant dimensionne tout simplement cette capacité selon le nombre de ports que vous pouvez connecter à son switch. Les 8 ports, c'est 20 gigabits par seconde, ce qui est quand même déjà énorme. Les 24 ports, on passe à 50 gigabits par seconde et les 48 ports, on passe à, de mémoire, 104 gigabits par seconde. De toute façon, si je vous ai dit une bêtise, je vous le mettrai juste derrière, vous aurez la bonne valeur. Mais il me semble que c'est 104. Je vous ramène à l'argument que je vous donnais tout à l'heure d'empiler plutôt des switches, par exemple des switches de 24 ports, que d'avoir un gros switch de 48 ports. Car une fois qu'on a atteint cette capacité de switching entre ces ports, eh ben vous arrivez en quelque sorte au taquet de ce que peut vous donner le switch. Et donc, il est bien plus intéressant de répartir la charge des serveurs et des postes qui vont consommer justement cette bande passante à travers l'ensemble des switches. Comme ça, vous n'asphyxiez pas votre réseau. On va équilibrer tout simplement les charges de consommation. Alors, bon, là, je ne vais pas aller plus loin parce que ça aussi, c'est des notions qui peuvent être un petit peu compliquées. Mais voilà, sachez que quand on va venir vous proposer des switches, il y a une réflexion qui est un peu plus importante que simplement vous dire le nombre de ports que vous avez besoin. On va vraiment étudier votre besoin avec vous, quels sont les types de data que vous connectez ou en tout cas que vous échangez. Et de cela, on va vous dire, voilà, il faut plutôt vous orienter sur ce type de switch, etc. Alors, ce que je peux également vous dire, c'est que ces switches sont très bien armés, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure au niveau performance. On va pouvoir avoir 512 VLAN, je crois, de mémoire. Là, pareil, si toutefois je m'étais trompé, je corrigerai juste derrière. 512 VLAN, ça va nous permettre de segmenter votre réseau. Je vous indiquais tout à l'heure qu'il était possible d'avoir plusieurs réseaux Wi-Fi, un réseau Wi-Fi de salariés, un réseau Wi-Fi de visiteurs, mais vous pourriez aussi avoir un réseau Wi-Fi de je ne sais pas, moi par exemple des gens qui font du coworking chez vous, ou bien tout simplement souhaiter avoir des Wi-Fi un peu spécialisés par type de métier pour sécuriser un petit peu l'ensemble. Eh bien, les VLAN derrière sont là pour récupérer ces réseaux Wi-Fi et les loger dans, on va dire, un réseau virtuel qui est séparé des autres. Et comme ceci, on va faire de la sécurité. Mais vous pouvez, à l'aide de ces switches, faire également de l'augmentation de performance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir agréger, on appelle ça faire un trunk. Donc, on va dire agréger, additionner, même si ce n'est pas totalement ça, mais en tout cas, ça s'en approche d'un point de vue performance. On va pouvoir réunir des ports de ce switch ensemble et les amener, par exemple, à votre serveur pour augmenter de façon très significative la connexion entre votre serveur et votre switch. Et si on augmente le nombre de connexions, on augmente également le débit d'information qui va être transféré entre votre ou vos serveurs et ce switch. Voilà, donc c'était pour déjà vous parler de ces deux choses-là, c'est-à-dire le point d'accès Wi-Fi et tout simplement le switch. Vous introduire également le fait que si vous avez besoin de changer votre matériel, on a donc de très bonnes propositions à vous faire, c'est-à-dire
de changer votre switch, réaugmenter sans doute les performances de votre réseau. Et puis, tout simplement, vous offrir votre première borne Wi-Fi, que ce soit une AP12 ou que ce soit une AP15. Ce n'est pas la même gamme dans ce cas-là de switch. Donc bon, on va dire une AP12, c'est plus sûr. Donc comme convenu, maintenant que la présentation du switch Aruba 2530 a été faite, on se retrouve pour la démonstration de l'apps Instant On qui nous permet d'administrer tout simplement les bornes de la gamme. En l'occurrence, là, ça sera une AP15 car je vous ai présenté une AP12 dans la première vidéo. Chez nous, nous avons une AP15. Alors c'est parti, on commence par démarrer l'apps. Là, on a une jolie page d'accueil, on va dire Aruba Instant On. Vous trouvez sur cette page tout simplement les différents sites que vous pourriez avoir à administrer. Alors ne vous étonnez pas, à certains endroits, vous aurez des informations qui seront floutées tout simplement parce qu'elles seront soit confidentielles, soit elles parleront d'autres réseaux Wi-Fi que nous administrons à partir de cette même application. Là, en l'occurrence, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a donc un certain nombre de clients administrés avec des bornes Wi-Fi. On va choisir tout simplement Carpe Diem, car notre borne est visible et tout va bien. Nous avons un panneau vert en haut qui nous indique que tout va bien, ce qui est déjà rassurant. À la limite, si j'étais juste venu là pour vérifier que le fonctionnement était correct, je pourrais fermer l'application et tout simplement vaquer à d'autres occupations. Vous avez juste en dessous 4 briques qui regroupent, on va dire, les différents points d'administration ou de monitoring que va me proposer l'apps. En l'occurrence, ici, ce que je peux voir, c'est que j'ai les réseaux actifs. Ils sont au nombre de 3 chez nous. Vous pourriez bien évidemment en avoir plusieurs. Vous pourriez en avoir également moins. Nous avons 2 réseaux Wi-Fi qui sont dédiés aux collaborateurs de Carpe Diem et un réseau Wi-Fi qui est réservé tout simplement aux visiteurs, c'est-à-dire les clients qui nous rendraient visite auraient la possibilité de se connecter à notre réseau ou plus exactement à un réseau Wi-Fi qui leur est dédié, c'est-à-dire qu'ils ne verraient donc pas les autres périphériques qui sont dans notre réseau, le réseau utilisé par Carpe Diem. Vous avez la possibilité tout simplement de cliquer sur un réseau pour en voir un petit peu le détail. Donc là, on peut retrouver le nom, on peut retrouver la techno d'encryption qui est utilisée pour protéger notre Wi-Fi. En l'occurrence, nous, c'est du WPA2 plus WPA3 personnel. Vous avez le mot de passe qui pourrait s'afficher en clair si je cliquais juste à côté. Et vous avez plus d'options. Donc dans les options, ce que vous pouvez voir déjà d'intéressant, c'est qu'il est possible de paramétrer tout simplement les jours et les heures où le réseau va être actif. Là, en l'occurrence, nous avons choisi de le rendre actif du lundi au dimanche, car nous sommes potentiellement présents du lundi au dimanche et de 7h à minuit. C'est la plage dans laquelle nous sommes le plus fréquemment dans les locaux de Carpe Diem. Vous avez la possibilité de limiter la bande passante. Dans notre cas, aucune limite, mais je vais vous montrer le Wi-Fi réservé aux invités. Et là, vous allez voir qu'il y a quand même quelques différences. Vous avez aussi la possibilité, éventuellement, d'avoir un ou plusieurs réseaux Wi-Fi, on va dire même plusieurs SSID, pour ceux qui connaissent un petit peu plus la techno. C'est-à-dire que vous allez pouvoir émettre un réseau en 2,4 et un réseau en 5 GHz, tout simplement pour dire, si j'ai des anciens périphériques, je vais les faire connecter en 2 Go 4 parce que c'est là où ils pourront discuter. Et les périphériques récents, c'est-à-dire en gros ceux qui ont un peu moins de 2-3 ans, je les fais discuter en 5 GHz. Alors là, en l'occurrence, il y a une fonction qui est assez intéressante, c'est de n'avoir qu'un seul réseau pour les 2 fréquences. Si vos appareils sont compatibles, ça ne peut pas être avec tous les appareils. Par exemple, on a des prises connectées qui généralement n'acceptent pas de se connecter à des réseaux qui émettent pour les 2 fréquences. Dans ce cas, il faut avoir un réseau dédié 2 Go 4 parce que les prises connectées sont bien souvent 2 Go 4. Si vous avez au contraire des périphériques qui ne seraient pas bloqués par le fait qu'un réseau diffuse et du 2 Go 4 et du 5 GHz, vous avez la possibilité d'en choisir un qui serait pour les 2 et dans ce cas-là, vous n'avez qu'un nom qui serait visible au niveau de vos réseaux, ce qui est quand même plus sympathique. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est notre cas. On va revenir en arrière. Alors, vous avez la petite caméra là qui filme. Donc, j'espère que l'image sera correcte. Normalement, ça devrait être en tout cas exploitable au niveau de la vidéo. Je vous propose de revenir un coup en arrière et on va aller voir le CD visiteur. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le CD visiteur n'est pas dans le même réseau. Effectivement, je vois qu'ici, on a l'indication du numéro de VLAN dans lequel se trouve ce Wi-Fi. Et enfin, les jours durant lesquels le Wi-Fi est actif est bien plus limité car là, il est actif du lundi au vendredi et de 8h30 à 20h. En dehors de ces plages et jours, le réseau Wi-Fi est tout simplement arrêté. On a
enfin une limitation au niveau de la bande passante. Comme on peut le voir ici, on a la possibilité de dire pour ce réseau, 25 mégas nous paraît suffisant. Et effectivement, ça permet quand même de voir des flux 4K, donc c'est largement suffisant et ça permet tout type d'usage, Internet, email, etc. Donc, on va dire qu'on limite la bande passante tout simplement pour garder le maximum de bande passante pour les collaborateurs de Carpe Diem. Alors, on retourne un petit peu en arrière et hop, on revient sur cette partie-là. Sur cette partie-là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un panneau qui est juste en bas, des sortes d'onglets en fait, qui vont me permettre d'éviter de retourner sur la page d'accueil à chaque fois et de choisir par exemple directement ici les clients connectés. Les clients connectés, si je retourne sur l'accueil, c'est ce que nous avions ici. Alors, les clients connectés, actuellement, ils sont au nombre de 13. Alors, je peux voir que la liste va me permettre déjà de détecter les noms des postes connectés ou bien quand le poste n'a pas forcément de nom, j'aurai son adresse MAC. Alors là, encore une fois, pas mal de choses seront floutées. Je vais vous en laisser quelques-uns de clients juste pour que vous puissiez avoir une bonne idée de comment sont représentés ces clients. À droite, nous avons finalement la puissance du signal qui est capté par le périphérique. En l'occurrence, je vois qu'il y en a un qui est un Android qui capte moyennement bien le signal. Sinon, les autres, alors il y a un iPhone aussi qui capte moyennement bien le signal, mais voyez, ça yoyote un petit peu. Là, maintenant, il capte très bien le signal. Donc, cet iPhone, j'imagine qu'il doit être en train de se déplacer. Et puis, vous avez d'autres périphériques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre, par exemple, le Huawei Mate 20 Pro, qui est tout simplement mon téléphone, pour vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver comme information au sein de l'application. Alors, j'ai l'environnement de système d'exploitation. Là, en l'occurrence, c'est du Linux, c'est de l'Android, donc effectivement. Vous avez sa méthode de connexion. Vous avez depuis combien de temps il est connecté au réseau Carpe Diem, en l'occurrence depuis 11 minutes. Vous avez également de présent la fréquence dans laquelle il discute, 5 GHz, et il a une excellente qualité de signal. Mais vous avez d'autres choses qui sont assez intéressantes, comme par exemple, tout simplement, le trafic qui est utilisé par ce téléphone actuellement. Actuellement, il télécharge à une vitesse de 4,3 kbps et il upload à 4,59 kbps. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est vraiment en temps réel. Et puis, à côté, vous avez tout simplement le trafic depuis 24 heures qui a été téléchargé par ce téléphone. Et ça, c'est assez intéressant d'un point de vue sécurité. Ça va tout simplement vous permettre de voir s'il y a quelque part des postes qui utiliseraient un peu trop la bande passante Internet. Et puis surtout, quel est le type d'usage qui est fait à travers cette connexion. C'est-à-dire que Aruba a donné différentes familles qui vont tout simplement collecter les informations de connexion en rapport avec la famille. Par exemple, la productivité, vous avez ici, si vous cliquez dessus, le détail de ce que regroupe la productivité. Alors là, en l'occurrence, on a du Microsoft Office 365 et on voit qu'il y a une grosse part de la consommation des 193 mégas qui est faite par Office 365, le reste étant vraiment bien minime. Et puis, si je remonte un petit peu, je vais pouvoir ainsi voir, selon les différentes familles d'usage, tout simplement l'utilisation qui est faite avec ce téléphone. Alors, il y a des rubriques qui vont être à 0 et il y a des rubriques qui vont être un petit peu plus élevées. Et je vais pouvoir ainsi le faire sur chacun des clients connectés. Alors, en l'occurrence, on revient un tout petit peu en arrière et supposons que vous ayez justement quelqu'un que vous ne connaissez pas qui est dans votre réseau, donc déjà c'est un petit peu étrange, ou bien quelqu'un qui consommerait un peu trop et il faut bloquer l'usage parce que là, ça risque soit d'apporter des problèmes de sécurité, soit tout simplement d'empêcher les autres de travailler. Vous avez la possibilité, donc je vais reprendre mon téléphone finalement, de cliquer dessus et puis d'aller cliquer sur les trois petits points et faire bloquer le client. Le client ne discute plus, il est en quelque sorte blacklisté. De ce fait, il va se retrouver dans cette zone-là sur les clients bloqués. Alors bien évidemment, l'opération inverse est possible. On peut débloquer le client une fois qu'on a compris ce qui se passait au niveau de ce périphérique. Alors, je reviens sur la page d'accueil. On va passer maintenant un petit peu à la suite logique de ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire la consommation globale qui a été faite depuis ces 24 heures. Alors, ça fonctionne par 24 heures glissantes. On n'a pas la possibilité de regarder, par exemple, le jour du mardi, du mercredi. Non, c'est les dernières 24 heures, mais ce qui est amplement suffisant. Je peux, par exemple, m'apercevoir que sur 24 heures,
36,8 gigas ont été téléchargés, donc on a un usage quand même assez important du Wi-Fi, et 1,19 gigas ont été uploadés vers Internet, ce qui est là aussi quand même assez important. Alors, la possibilité m'est donnée d'aller voir service par service, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien, quels sont les types d'usages qui sont les plus fréquents au sein de notre connexion Wi-Fi. Alors pourquoi? Eh bien par exemple, imaginons que les jeux vidéo soient trop utilisés ou les réseaux sociaux soient trop utilisés au sein de l'entreprise. Ce qui là, en l'occurrence, n'est vraiment pas le cas. Nous sommes des grands travailleurs quand même à Carpe Diem. Je vous fais remarquer 36 gigas de download et en définitive 47 mégas de réseaux sociaux par le biais du Wi-Fi et les jeux vidéo 7,39 mégas, donc ce qui est assez ridicule. Alors par exemple, allons voir les jeux vidéo. Les jeux vidéo, je vois que c'est Pokémon Go qui est le plus souvent utilisé en termes de jeux et je vois plusieurs petites choses. Je vois déjà qu'un certain nombre de clients sont susceptibles d'être les consommateurs justement de ces jeux vidéo. Et supposons qu'il y ait un peu d'abus, ce qui n'est absolument pas le cas, je pourrais tout simplement dire, eh ben hop, pour le Wi-Fi Carpe Diem, j'interdis l'usage des jeux vidéo au sein de mon Wi-Fi. Alors ça n'empêcherait peut-être pas par d'autres types de connexions, mais par le réseau Wi-Fi, ça serait tout simplement interdit. De ce fait, je protège ma bande passante, la bande passante et Internet, et la bande passante, bien évidemment, de mon Wi-Fi. Pour le remettre, rien de plus simple, je reclique sur la ligne en question qui correspond au réseau Wi-Fi et c'est terminé, l'usage est à nouveau autorisé. Je peux voir aussi que sur mon réseau CD visiteurs ou un autre réseau Wi-Fi que nous possédons à Carpe Diem, c'est bloqué. Donc impossible pour un visiteur d'aller utiliser notre bande passante pour faire des jeux vidéo. Et vous pouvez faire ainsi pour toutes les familles d'utilisation. Alors, je vais pouvoir, par exemple, là cette fois-ci, cliquer sur, en l'occurrence, une des familles et m'apercevoir là que c'est beaucoup Microsoft OneDrive qui est utilisé dans la famille des sites et outils. Voilà. Donc, c'est l'usage web. Et puis, je vais avoir les plus gros consommateurs. Je peux bien évidemment avoir la liste des autres utilisateurs de cette famille. Et là, ça me permet d'être vraiment très très fin dans mon analyse. Voilà, alors ça c'était pour la partie on va dire et sécurité et on va dire productivité. Vous avez enfin une dernière rubrique qui est tout simplement l'inventaire de vos bornes. En l'occurrence, je vous l'ai dit, nous avons une seule borne, une AP15 qui est largement suffisant pour notre entreprise, mais vous pourriez en avoir plusieurs car ces Wi-Fi là vont pouvoir être maillés, c'est-à-dire qu'on va faire du mesh, on va être capable d'interconnecter plusieurs bornes entre elles et faire en sorte que vous puissiez vous déplacer totalement librement sans aucune manipulation de votre part sur une borne ou sur une autre borne. Au fur et à mesure de vos déplacements, le poste ou le périphérique se reconnecterait directement dessus. Là, en l'occurrence, nous n'avons qu'une borne, mais on va quand même aller voir un petit peu dedans ce qu'on y trouve. Encore une fois, beaucoup de choses vont être floutées parce qu'il y a des informations qui peuvent être un petit peu sensibles. Donc là, en l'occurrence, on voit la borne AP15 de Carpe Diem. On voit ses paramètres IP. On voit également eh bien, la possibilité de débit qu'offre notre connexion réseau au niveau de son port LAN. Et puis, on voit le nombre de clients qui sont connectés sur la fréquence 2 GHz et le nombre de clients connectés sur la fréquence des 5 GHz. Là, en l'occurrence, on a 5 sur le 2 GHz et 7 sur le 5 GHz. Voilà, c'était pour vous faire un tour rapide, mais j'espère quand même néanmoins intéressant de ce que peut vous offrir l'apps. Encore une fois, vous avez une apps qui est accessible sur tablette, mais aussi sur smartphone, que ce soit un iOS ou Android. Vous avez la possibilité d'avoir l'apps sur votre smartphone. J'espère donc que cela vous aura donné l'envie, bien évidemment, de changer vos bornes Wi-Fi parce que nous sommes là dans un Wi-Fi 5. Vous pourriez bien sûr avoir un Wi-Fi 6, mais vous avez tellement peu de périphériques qui à ce jour sont compatibles Wi-Fi 6 et on va dire quand même ce qu'il en est, les bornes Wi-Fi 6 sont aujourd'hui relativement chères. Donc si vous avez un vrai besoin, évidemment, n'hésitez pas, prenez plutôt du Wi-Fi 6. Dans ce cas-là, on aura d'autres bornes à vous proposer. Si vous avez un besoin, on va dire, classique d'entreprise, du Wi-Fi 5 est encore très largement suffisant. On a vraiment de très bonnes performances avec un Wi-Fi 5 et on a un très bon prix. Voilà. Alors, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère donc encore une fois qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner car on a beaucoup de visiteurs qui sont abonnés, mais on a quand même beaucoup de visiteurs qui ne le sont pas encore. Vous cliquez sur s'abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche
pour être informé des prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.